Bonjour à tous. Bonjour. Donc, je vois qu'il y a déjà des gens qui sont connectés. On va se laisser quelques petites minutes pour que les derniers participants puissent se connecter, puis après on débutera en se présentant. Allez, on laisse quelques petites minutes aux retardataires. Allez, encore des gens qui se sont connectés, on laisse 2 petites minutes et puis on débute. Allez, on va débuter. Vous avez sur votre boîte le chat. S'il y a des problèmes de connexion, des problématiques particulières, n'hésitez pas à nous écrire, on vous aidera en direct à vous connecter. Donc déjà, moi je vais me présenter, je suis Noémie Père, infirmière en santé au travail. Je vais laisser ma collègue se présenter à son tour. Moi, c'est Laetitia Luce, également infirmière en santé au travail. Voilà, donc on vous accueille aujourd'hui avec plaisir pour vous présenter un webinaire sur le risque infectieux, les gestes barrières et vous. Donc le but aujourd'hui, effectivement, voilà, on va vous présenter un peu un webinaire qui est en rapport avec l'actualité que nous vivons par rapport à la crise sanitaire et au Covid-19. Donc le but aujourd'hui, effectivement, c'est plein de choses dont vous avez déjà entendu parler, les gestes barrières. Voilà. Le but, c'est de vous donner des informations concrètes voilà, et vérifiées pour que vous puissiez les appliquer. Donc aujourd'hui, on va aborder le lavage des mains, le port du masque et différentes autres mesures pour faire face au virus. Et effectivement, on fait évoluer notre support en fonction des actualités qui en ce moment évoluent un peu au jour le jour. Voilà. Allez, donc on voit qu'on a une dame qui ne nous entend pas forcément. Alors, regardez, vérifiez sur votre connexion si vous avez bien votre petit micro qui est activé, au moins, et d'augmenter le son voilà, de votre ordinateur pour vérifier si vous nous entendez bien. Allez, donc au début de notre webinaire, on commence par le lavage des mains. Je laisse la parole à ma collègue. Alors, donc le lavage des mains, c'est par les mains que se propage la majorité des maladies infectieuses. Elles peuvent être contaminées par des produits chimiques ou biologiques. Donc, il y a le lavage des mains avec de l'eau et du savon et le lavage des mains par friction hydroalcoolique. On va débuter par le lavage des mains à l'eau et au savon. Donc, plusieurs étapes pour ce lavage des mains. Donc, en premier, mouiller les mains, utiliser un savon liquide de préférence. Le lavage se fait en 7 temps. Donc, petite astuce pour retenir, 7 temps comme les 7 jours de la semaine. Les 7 temps, c'est quoi? C'est d'abord, on lave les mains, les paumes des mains, le dos de la main, les espaces interdigitaux, les phalanges, le bout des doigts, donc c'est-à-dire les ongles, les pouces et les poignets. Donc ça, c'est les 7 temps pour avoir un lavage hygiénique et efficace des mains. On rince abondamment, on sèche de préférence à l'aide d'un papier à usage unique qui sert également à fermer le robinet et qui peut également servir à toucher la poignée de la porte pour éviter une nouvelle contamination sur des mains qui sont propres.
La durée du lavage des mains doit être d'environ 30 secondes pour être efficace, mais on insiste également sur la durée du rinçage qui doit aussi être de 30 secondes pour bien éliminer toutes les traces de savon et tous les agents pathogènes qui peuvent être sur les mains. Au niveau du lavage avec une solution par friction au gel hydroalcoolique. Donc le gel, il s'utilise surtout en l'absence d'un point d'eau. Donc par exemple dans les transports en commun. Quand on a la possibilité de se laver les mains à l'eau et le savon, il faut privilégier ce lavage-là. Le lavage à la solution hydroalcoolique, donc les étapes sont les mêmes. On dépose le produit au creux de la main. La quantité de produit, souvent on se pose la question si on en met suffisamment ou pas. La quantité est indiquée en principe sur le flacon. Donc ce sont les recommandations du fabricant. En principe, c'est une à deux pressions sur le flacon pompe pour avoir la bonne quantité. On effectue le lavage en 7 temps, comme le lavage des mains à l'eau et le savon. Attention, par contre, les mains doivent être visiblement propres et non souillées. Par exemple, l'utilisation de gaz qui sont talqués avec de la poudre à l'intérieur diminue l'efficacité du gel hydroalcoolique. C'est pour ça qu'après l'utilisation de gants talqués, il vaut mieux faire un lavage à l'eau et au savon pour éliminer tout résidu de talc. Ce talc couvre la peau d'une couche protectrice et il évite donc la solution d'être efficace sur les micro-organismes visés. Faire attention aussi à la marque CE, il s'agit d'un dispositif médical, le gel hydroalcoolique, donc il doit respecter des normes en matière d'effets bactéricides et fongicides. Donc, ce marquage CE vous garantit l'efficacité du gel en matière bactéricide et fongicide. L'établissement est censé se doter de fiches techniques et de fiches de données de sécurité du gel utilisé, donc fiches de données de sécurité qui doit être fournie par le fabricant. On va passer sur une petite vidéo qui reprend le lavage des mains. Donc la première vidéo, elle est rapide, donc c'est un lavage rapide des mains qui n'est pas forcément efficace. Donc on va voir un petit peu ce lavage des mains. Donc la peinture fait office de savon et là on voit les traces sur les mains où le savon n'a pas été efficace, donc où il y a possiblement des agents pathogènes qui restent sur les mains. Sur une deuxième vidéo, on a bien insisté sur les 7 temps du lavage. Et donc, on va se rendre compte à la fin de ce lavage qu'il a été efficace. Donc, on fait bien les paumes des mains. Pardon, ça saccade un petit peu. Les espaces interdigitaux, les pouces. Donc, les phalanges et les bouts des doigts. On va terminer par les poignets. Et donc là, on voit bien que le lavage des mains a été efficace car plus aucune zone ne reste. Bon, là, en l'occurrence, il y a de la peinture un petit peu partout sur les mains, mais c'est la même chose quand on fait un lavage à la solution hydroalcoolique ou au savon. Allez, donc moi je vais vous parler du port du masque maintenant. Donc à compter du 20 juillet 2020, toute personne de 11 ans et plus donc, devait porter un masque dans les lieux publics clos. Là, on a vu que l'évolution un petit peu de l'actualité, il y a aussi des lieux en plein air où on a obligation de porter le masque dans certaines villes notamment, et certaines zones où l'affluence est importante et où il y a une obligation qui s'est ajoutée pour porter le masque dans certaines zones. Voilà. Après, vous n'êtes sûrement pas passé à côté. Il y a aussi eu une réglementation qui est passée pour qu'à partir du 1er septembre 2020, il y ait le port du masque obligatoire dans toutes les entreprises, sauf pour les personnes qui sont dans des bureaux individuels et qui ne reçoivent pas de public, qui ne sont pas en contact avec d'autres personnes. Donc, ça va aussi faire évoluer le port du masque et le port de pays par rapport à tout ça.
Voilà. Donc, l'intérêt du masque, je trouve qu'il est bien repris là, sur le petit schéma que vous pourrez trouver sur le site du ministère par rapport au niveau de protection et par rapport au port du masque. Donc ça, c'est vraiment parlant. Sur le premier schéma, on voit qu'effectivement, quand les deux interlocuteurs là ne portent pas de masque, le niveau de protection, bien évidemment, est faible et le niveau de contamination, et du coup, est très élevé. L'autre schéma vous montre effectivement potentiellement un malade atteint du Covid-19 et quelqu'un qui n'est pas forcément contaminé, qui porte le masque. On voit qu'il y a quand même un petit niveau de protection, mais qu'il est assez faible, et du coup le niveau de contagiosité est encore assez important. Le cas inverse, c'est la personne qui est potentiellement atteinte du Covid, qui porte le masque, et la personne saine qui ne le porte pas. On voit quand même que le niveau de protection est quand même un petit peu plus élevé, et du coup le niveau de contagion est un peu abaissé. Et effectivement, c'est un peu sur ce qu'on veut tendre par rapport à l'actualité aujourd'hui, par rapport aux obligations qui sont en vigueur à ce jour. On voit effectivement que sur deux interlocuteurs qui portent le masque, un atteint de Covid et l'autre pas, le niveau de protection est élevé. Et c'est ce qui est important de comprendre aujourd'hui, c'est que le fait de porter le masque, effectivement, protège son interlocuteur par rapport à l'intermédiaire des gouttelettes de Flug, et c'est ce qu'on transmet quand on parle, quand on respire, sans s'en apercevoir. Et le masque fait barrière physique un petit peu, et ça permet d'éviter la propagation aujourd'hui du virus en question. Voilà, donc c'est un peu l'intérêt du masque. Donc le masque, on sait pourquoi on le porte. Après, l'intérêt aujourd'hui, c'est de bien le porter. Parce que il y a plein de règles d'hygiène qu'on ne connaît pas forcément et qui sont importantes à respecter. Donc, comment bien porter son masque? Déjà, dans un premier temps, ma collègue vous en a parlé, il faut bien se laver les mains. Donc, quand il y a un point d'eau, effectivement, privilégier le lavage à l'eau. Quand il n'y en a pas, attention, on se lave les mains à la solution hydroalcoolique. Et le lavage des mains est important pour justement mettre un masque dans de bonnes conditions. Donc, on porte le masque, on prend le masque effectivement par les lanières sur le côté. On essaie de ne pas toucher, effectivement, de ne pas contaminer la zone intérieure. Donc, on le met au niveau, bien sûr, des oreilles. On ajuste bien le petit bord rigide. Alors là, je parle pour les masques jetables, mais on ajuste bien au niveau du nez, on le pince bien au niveau du nez. Pour justement, le but, c'est que la respiration passe par le masque et qu'il n'y ait pas de déperdition, effectivement, au niveau du haut du masque. Et on l'ajuste bien aussi au niveau du menton. Le but est que ça soit bien ajusté au visage. Voilà, donc il est important de ne pas toucher son masque. Pour vous donner un ordre d'idée, on touche à peu près 60 fois par jour son visage, sans faire exprès, c'est des réflexes qu'on a. Donc effectivement, la zone potentiellement contaminée, c'est la zone du masque qui se trouve ici, du coup, à l'extérieur du masque. Donc si vous la retouchez, que vous retouchez une autre partie du visage ou autre chose, vous allez contaminer et votre environnement personnel et vous contaminez. Donc faites attention à ne pas vous toucher le visage, et si malencontreusement vous apercevez que vous êtes touché une partie du masque que vous n'auriez pas dû, on se relave les mains juste après pour justement éviter une recontamination après. On voit beaucoup de choses aussi dans votre quotidien quand vous vous promenez. Essayez de ne pas mettre le masque sous le menton. Pourquoi? Parce que quand on descend le masque, cette zone-là, elle n'était pas protégée a posteriori, donc potentiellement, elle peut être contaminée. Et quand vous descendez le masque, vous descendez le masque sur la partie saine en fait du masque, sur votre cou, vous la recontaminez, et puis vous la remettez sur votre visage. Donc ça, c'est un peu dommage. Voilà. Voilà sur le masque. Autre petite chose par rapport à la visière. La visière peut être importante sur certaines activités, par exemple certaines activités de soins, sur les milieux de soins, ou des activités de proximité. Je pense par exemple aux esthéticiennes qui sont obligées de se rapprocher par rapport à certaines activités. Mais par contre, la visière ne dédouane pas du port du masque. C'est-à-dire que ça ne peut pas le remplacer. C'est une protection complémentaire pour protéger, effectivement, s'il y a des projections dans les yeux, si on est obligé d'être très proche de quelqu'un. Mais ça doit être mis en complément et pas en substitution. Voilà par rapport au port du masque. Comment retirer ce masque? Donc, faire bien attention, on le retire par les élastiques. Par les liens, on ne touche pas potentiellement la partie qui est contaminée. Donc, les masques à usage unique, on les jette dans une poubelle, de préférence effectivement à ouverture ou automatique ou à pied pour justement pas toucher la poubelle, bien évidemment. Et les masques réutilisables, ce qu'on conseille effectivement, c'est d'avoir une boîte
un petit sachet pour l'acheminer. Le but, c'est pas que vous repartiez avec votre masque, entre guillemets, qui peut être contaminé et qu'on le mette dans la voiture ou dans une poche. Vous allez vous contaminer a posteriori. Donc, voilà. Et bien évidemment, après qu'on ait enlevé son masque, on se lave les mains et qu'on les sécurisait, on les jetait ou on les mis en sécurité. On se lave les mains pour justement repartir sur des mains propres et pas se recontaminer par la suite. Voilà par rapport à ça. Je vais juste vous faire passer une petite vidéo pour reprendre un petit peu tout ce que l'on a dit. Voilà, sur le port du masque. Donc ça, c'est un petit peu plus visuel. C'est pour que vous voyez en image un petit peu ce que je vous ai expliqué. Voilà, ma collègue s'est lavé les mains avant. Elle prend par les petites lanières. Elle ajuste bien en haut et en bas du visage. Donc là, le masque est en place. Petite astuce, quand le masque est trop grand, qu'il n'est pas ajusté aux oreilles, vous avez vu, vous pouvez tourner un petit peu les lanières. Voilà, pour qu'il soit ajusté pour les petits visages. Pour le retirer, pareil, par les lanières. Hop, on le jette à la poubelle. Et a posteriori, on se relave les mains. Voilà, c'était pour que ça soit un peu plus visuel, tout ce que je vous ai expliqué avant. Allez, hop. Allez, juste une petite diapo. Alors, je ne vais pas détailler dessus. Là, c'est les différents types de masques que vous pouvez trouver. Donc, vous allez utiliser le plus souvent, là, aujourd'hui, ce sont les masques jetables et les masques en tissu. Donc là, ce petit tableau, vous pouvez le retrouver sur un bulletin infirmier que l'on a fait qui se retrouve sur le site. Et ma collègue va vous mettre le lien sur le chat. Comme ça, vous pouvez le retrouver et regarder les différentes catégories de masques, et si ça vous intéresse, voilà les différentes caractéristiques de chacun. Voilà. Alors, donc, je vous ai mis un lien, qui renvoie vers le site du FSTMC où vous retrouverez l'ensemble des bulletins infirmiers, comme l'a dit Noémie. Le bulletin numéro 4, il parle essentiellement du port du masque, de l'entretien du masque, des différents types de masques. Donc, si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous avez des informations dans ce bulletin-ci. Il y avait une petite question sur le port de la visière. Apparemment, la personne a eu la réponse. Je pense, à moins qu'il y ait des informations complémentaires à donner, n'hésitez pas, si jamais, à reposer une question si ce n'était pas complet. Et une autre question, est-ce que le diaporama nous sera transmis? Donc après, si vous avez besoin des informations contenues dans le diaporama, vous n'hésitez pas, vous nous dites, vous envoyez le mail. Et donc, il y aura également un replay qui sera disponible de toute la session. Alors, donc, on passe au cadre législatif. Donc, par rapport à tous ces gestes barrières et donc toutes les précautions qui peuvent être mises en place par l'employeur au sein des entreprises, on a fait un petit focus sur la réglementation. L'obligation de l'employeur qui est en lien avec l'article 41-21 du Code du travail, c'est que, premièrement, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Le deuxième point, c'est l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Donc, on a bien vu que le Covid essayait de tester un petit peu nos capacités d'adaptation et qu'on avait plein de protocoles de changement qui étaient mis en place et puis après des ordres et des contre-ordres. Donc, pour s'y retrouver un petit peu, on vous met un lien. Alors, le site du gouvernement qui fait un point assez régulier sur tout ce qui est en lien avec le Covid. Vous pouvez également avoir des informations au niveau de plusieurs sites qui sont fiables et qui sont mis à jour également. Vous pouvez trouver l'INRS, Santé publique France, l'ARS, et vous avez l'ARS Occitanie où vous retrouvez tous les chiffres en lien avec les hospitalisations, les cas positifs, etc.
Et après, vous avez le protocole national de déconfinement qui a été mis à jour le 3 août et qui va probablement être mis à jour aussi dans les jours à venir avec des nouvelles consignes. Au niveau du salarié, donc l'employeur a des obligations, mais le salarié a également des obligations. C'est que, conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin de sa santé et de sa sécurité. Donc, l'employeur met en place des mesures de protection. Par contre, le salarié est lui tenu au respect de ces mesures-là. Alors, on fait un petit point sur les autres gestes barrières. Alors là, on a abordé un petit peu en détail le port du masque qui va être considéré comme un équipement de protection individuelle à partir du 1er septembre et va être obligatoire dans les entreprises. Le lavage des mains, bien sûr, systématique dès qu'il y a contact avec une personne ou une surface, donc le plus possible dans la journée. Après, toutes les consignes qu'on a vues depuis le début de l'épidémie, c'est-à-dire tousser ou éternuer dans son cou, d'éviter de se toucher le visage, privilégier les mouchoirs à usage unique. Quand on parle de mouchoirs et de masques par rapport à l'élimination des déchets, on privilégie de jeter ces déchets dans les poubelles à ouverture non manuelle pour éviter de recontaminer les mains une fois qu'on a jeté le dispositif. Il n'y a pas d'obligation de jeter les masques dans les dasseries. Les dasseries, ce sont des poubelles qui sont incinérées par la suite. Donc, une poubelle classique, à partir du moment où elle est bien fermée, suffit. Ne pas partager son matériel avec d'autres collègues dans la mesure du possible. Ranger autant que possible son espace de travail parce que plus il y a des choses qui traînent, plus ce sont des éléments à désinfecter par la suite. Laisser les portes ouvertes aussi, si possible, pour éviter de toucher, d'être en contact avec les poignets et éviter de discuter dans les zones bruyantes. Pourquoi? Car quand on est dans les zones bruyantes, on a tendance à parler fort et à s'exprimer et à se rapprocher également de son interlocuteur. Au niveau collectif, on a vu qu'il y avait plein de choses aussi qui avaient été mises en place. Donc, ces écrans de protection, les plexiglas, l'éloignement des postes de travail dès que c'était possible, les sens de circulation aussi quand les locaux le permettent. Et après, il y a tout ce qui est éviter d'utiliser, si possible, les ventilateurs et les climatisations. Donc, on privilégie la ventilation naturelle avec l'ouverture des fenêtres dès qu'on en a la possibilité. Ce qui est préconisé, c'est aérer la pièce au moins 15 minutes toutes les 3 heures. Au niveau des climatisations, donc c'est pour les locaux qui sont occupés par plus d'une personne. Dans des bureaux individuels, on peut utiliser la climatisation et le ventilateur. Dès qu'on est à plusieurs à partager un espace, il faut éviter ces dispositifs-là. Donc, il est préconisé de n'utiliser la climatisation que pour assurer des conditions de travail acceptables. Dans ce cas-là, éviter tout ce qui est climatisation avec recyclage de l'air. Et il faut mettre le débit de soufflage vraiment au minimum, donc éviter de sentir l'air sur soi. Donc là, on sait que le débit est vraiment au minimum pour éviter de brasser l'air ambiant. L'entretien des systèmes doit être fait régulièrement et selon les préconisations des constructeurs. Et au niveau des ventilateurs, c'est un petit peu la même chose. Donc, on évite l'utilisation du ventilateur. Si on ne peut pas faire autrement, c'est vraiment diminuer le débit au minimum et le rapprocher le plus possible de la personne pour éviter que l'air parte sur les collègues d'à côté. Dans tous les cas, on préconisera, si possible, de rafraîchir les pièces au moment des pauses ou avant l'arrivée des salariés. Après, sur l'utilisation des ventilateurs et climatisation, il y a un article qui est très bien fait sur l'INRS. C'est par rapport au Covid et chaleurs.
Allez, ok. Moi, je vais passer sur le port du gant, du coup, je vais vous expliquer un petit peu. Alors, c'était intéressant d'en parler aujourd'hui. Pourquoi? Parce que on en a entendu parler dans l'actualité, tout ça. Aujourd'hui, sur la protection proprement dit du virus, il n'est pas recommandé. Pourquoi? Parce que en portant des gants, on se sent faussement protégé. Par exemple, quelqu'un qui porterait des gants sur une activité pendant 4 heures, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, potentiellement on se touche le visage d'innombrables fois dans la journée. Donc, ça veut dire que vous allez faire une activité, vous touchez le visage avec des gants potentiellement souillés. Donc, si le port des gants, c'était juste à la recherche de protection du virus, ce qui est préférable, c'est de ne pas forcément porter de gants, mais de se laver les mains plusieurs fois dans la journée et en fonction des activités que vous allez faire. Effectivement, si une activité potentiellement vous pouvez vous contaminer, vous allez être en contact avec certaines choses, voilà, lavez-vous les mains. Voilà, ça c'était un petit point sur le Covid. Après, bien sûr que le port de gants est toujours nécessaire sur certaines activités, hein, pour vous protéger par exemple des agents chimiques et des agents biologiques ou du matériel qui est potentiellement contaminé sur une activité particulière et sur un temps donné. Voilà. Donc bien évidemment par rapport à ces activités, il faut toujours porter des gants et se protéger. On vous a mis un petit schéma là qui est intéressant par rapport en fait au fait d'enlever les gants. C'est souvent à ce moment-là malheureusement qu'on se recontamine. Donc c'est important cette technique là, ça s'appelle les gants de vilain. Alors tous les personnels soignants tout ça sont bien au clair là-dessus et le connaissent. Vous devez en avoir entendu parler. Le but en fait, comme sur le schéma, hein, c'est de prendre le gant à l'intérieur de la main avec l'autre main gantée, de le retourner sur lui-même, voilà, de le tenir avec l'autre main qui reste gantée, et avec l'autre main de passer sous la zone propre, en fait, sous l'autre gant, et de le retourner sur lui-même, en fait. Le but de ce procédé, en fait, c'est que vous ne touchez à aucun moment avec vos mains le gant, l'extérieur du gant qui est souillé. On l'évacue dans une poubelle, effectivement, pareil, où il ne faut pas que ce soit une poubelle où vous puissiez jeter vos gants sans que ça soit manuel. Et a posteriori, il faut quand même se relaver les mains pour potentiellement qu'il n'y ait pas de souillure sur vos mains et repartir sur des mains propres pour les autres activités. Voilà, donc ça c'est important. Je vous le rappelle, mais ma collègue vous l'a dit, par rapport aux gants poudrés, on se lave les mains à l'eau après, puisque du coup on ne peut pas se laver les mains à solution hydroalcoolique, puisqu'il faut que les mains soient visuellement propres et que ça empêche effectivement la désinfection des mains. Un petit quelque chose pour vous, voilà, un petit moyen mémotechnique pour se rappeler un petit peu de toutes les protections à mettre en place par rapport au Covid en ce moment. Donc les 3M, c'est la règle des 3M. Le masque, les mains et le maître. Donc le masque, effectivement, c'est le port du masque. Voilà, et par rapport à la réglementation en vigueur qui évolue ces dernières semaines, on l'a vu. Les mains, effectuer des lavages de mains réguliers entre chaque activité. Voilà, donc privilégier toujours le lavage à l'eau. Et puis, quand c'est pas possible, la solution hydroalcoolique. Et puis, le mètre, bien sûr, respecter une distanciation d'au moins 1 mètre entre chaque salarié, entre chaque personne. Et voilà, tout ce qui est distanciation, tout ça est important. Juste un petit aparté, je ne vais pas détailler là-dessus, sur les différents types de gants. Vous savez qu'il existe différents types de gants. Donc, vous allez utiliser le plus, ça va être le latex et les vinyles. Le latex va être sur une activité un petit peu plus de précision par rapport au vinyle. Voilà. Et par contre, il existe aussi des gants nitrile qui eux vont être plus utilisés sur tout ce qui est risque chimique et qui sont un petit peu plus spécifiques. Voilà, c'était juste pour vous expliquer qu'il existait différents types de gants. Et en fonction de vos activités, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais en fonction de vos activités, il est important de savoir qu'est-ce qui est préconisé en fonction de quoi vous êtes en contact. Voilà, donc ça c'est important. Donc voilà, on a fait à peu près le tour de tout ce qu'on voulait nous vous exposer aujourd'hui. On va vous proposer un petit sondage. Donc sur la partie droite de votre écran, là vous êtes sur le chat, vous avez un petit item sondage. Donc vous pouvez cliquer dessus et vous avez différents types de questions. Donc on vous laisse quelques minutes pour y répondre et puis après je reprendrai avec vous voilà, les réponses et j'ajouterai quelques petites choses pour finir sur cette note-là le webinaire. Alors, n'hésitez pas à nous demander dans le chat si vous n'arrivez pas à y répondre ou si c'est difficile d'accès.
Ouais, on a quelques personnes qui commencent à y répondre. Pour ceux qui ont déjà répondu, n'hésitez pas à commencer à nous écrire des questions. Si jamais vous avez des questions ou des informations complémentaires qui vous intéressent, n'hésitez pas, on y répondra après le sondage avec plaisir. Allez, il y a quelques personnes qui nous ont répondu. On va commencer à faire le point ensemble sur le sondage. Continuez à y répondre si vous souhaitez, il n'y a pas de souci. Alors, si je porte les gants en permanence, je suis protégée du virus. Alors, on a 80% des réponses faux. Alors, effectivement, c'est faux. On n'est pas forcément protégé du virus, c'est ce que je vous expliquais. Le but, c'est de se laver les mains et de respecter les gestes barrières. Donc, c'est un ensemble de mesures qui vont vous protéger du virus. Donc, c'est le lavage des mains, la distanciation, le port du masque. Alors, les gants peuvent être une mesure complémentaire, comme je vous expliquais, dans certaines activités, comme les activités de soins, bien évidemment, ou des choses très particulières. Mais il n'y a pas que les gants, effectivement, qui vont protéger du virus. Donc, la réponse était faux. Alors, l'entretien des masques lavables, donc là, la majorité des gens ont bien répondu à 60 degrés pendant 30 minutes. J'en ai pas parlé, effectivement. Voilà. Il existe une recommandation par rapport aux masques en tissu, les masques lavables. C'est l'AFNOR, vous pouvez le retrouver ça sur Internet, qui a émis une recommandation, effectivement, sur l'entretien des masques en tissu, des masques lavables. Après, lorsque vous achetez des masques en tissu, normalement, le fournisseur, sur votre emballage, doit effectivement vous donner le nombre de lavages possible, donc le nombre de fois où votre masque va être réutilisable. Puis il y a des masques qui sont valables 20 lavages, 30 lavages, donc ça, il faut vraiment essayer de le respecter pour qu'il y ait une efficacité sur votre masque. Et effectivement, qui va vous donner aussi les recommandations d'entretien du masque. Mais normalement, sans recommandation particulière du constructeur, on s'en tient aux normes AFNOR. Et effectivement, la norme AFNOR, c'est 60 degrés pendant 30 minutes. Et sur l'entretien de ces masques, j'en profite pour le dire maintenant, il ne faut pas le mettre effectivement avec d'autres choses dans la machine, potentiellement, voilà, tant qu'ils sont potentiellement contaminés, vos masques, voilà, ne mettez pas autre chose comme un vêtement ou comme entretien sur ce lavage-là. Voilà, le port du masque sert principalement donc à se protéger des postillons des autres ou à protéger les autres de nos postillons. Donc on l'a bien compris, ça permet de faire une barrière physique et de protéger les autres potentiellement de ce qu'on peut être en termes de contamination. Pour éliminer le virus, je peux me laver les mains donc à l'eau et au savon et au gel hydroalcoolique. Donc là, il y avait deux réponses, c'était un peu le piège. À l'eau et au savon, mais aussi au gel hydroalcoolique quand il n'y a pas de point d'eau. Mais je pense que vous avez bien compris effectivement que l'eau et le savon est à privilégier. Voilà, mais la solution hydroalcoolique est une bonne solution quand on n'a pas de point d'eau. Voilà. Durée minimum du lavage des mains, c'était un piège aussi. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont répondu 30 secondes. Alors, un lavage des mains, il doit durer 1 minute. Pourquoi? Parce qu'il y a 30 secondes effectivement de lavage effectif, comme on l'a vu. Et ce qui est important aussi, c'est l'évacuation du coup des bactéries sur vos mains. C'est le rinçage. Et on l'oublie souvent, ce rinçage. Le rinçage doit durer aussi 30 secondes. Donc 30 secondes plus 30 secondes. Donc la réponse était 1 minute, effectivement. Voilà. On va vous laisser encore quelques minutes si vous souhaitez poser des questions sur le chat ou nous faire des petits commentaires sur le webinaire. Voilà, après sur le lien que vous avez eu là, vous allez retrouver tous les bulletins infirmiers qui ont été faits sur le site. Il y a aussi des informations par rapport à certaines choses que vous pouvez retrouver aussi. Et après, n'hésitez pas s'il y avait des questions ou des choses particulières, on est là pour y répondre. Allez, on laisse quelques petites minutes et puis après on clôturera ce
ce webinaire. Après, n'hésitez pas sur le chat à nous donner votre ressenti et puis à nous donner des idées de thèmes, par exemple, qui vous intéresseraient à être traités ou des suggestions, des choses comme ça. On est preneur de toutes les bonnes idées qui viennent et de vos besoins aussi. Allez, bon, s'il n'y a pas d'autres questions et s'il n'y a pas d'autres réactions, on va vous laisser. On vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Merci beaucoup. On espère avoir répondu à vos attentes. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine session. Voilà, bonne fin de journée à tous et puis à bientôt. Au revoir. Au revoir.